Cynthia se tenait devant le miroir, attachant son collier. Sa valise, fermée, se tenait droite près de la porte. Le soleil matinal jetait une douce lueur à travers les rideaux, mais à l'intérieur d'elle, une quiétude troublante s'était installée. Clinton entra, tenant une tasse de café, ses yeux jetant un bref regard à la valise avant de se poser à nouveau sur son téléphone. « Tu es sûr que tu ne veux pas que je te dépose ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Cynthia sourit faiblement, passant une mèche de cheveux derrière son oreille. « Pas besoin, Piz attend déjà en bas. » Clinton hocha la tête, lui offrant un rapide baiser sur le front. Le baiser semblait vide, plus une formalité qu'une marque d'affection. Cynthia s'attarda, cherchant sur son visage une trace de tristesse ou d'inquiétude, mais il n'y en avait aucune. En sortant dans le couloir, elle se retourna et dit « Je ne serai partie que 3 jours. Essaie de ne pas trop t'ennuyer de moi. » Clinton gloussa sèchement depuis le salon. « Je ferai de mon mieux, » répondit-il, déjà à mi-chemin de la rédaction d'un message. Piz, qui attendait dehors dans sa voiture, leva les yeux du volant et étudia le visage de Cynthia. « Tout va bien ?» demanda-t-elle. Cynthia hésita, puis hocha la tête. « Je ne sais pas. J'ai juste ce sentiment étrange, comme si je quittais quelque chose dans lequel je ne pourrais peut-être pas revenir. » Piz fronça les sourcils. « C'est encore Clinton ?» Cynthia haussa les épaules, mais resta silencieuse. Alors que la voiture s'éloignait, Cynthia regarda la fenêtre de l'appartement. Clinton ne fit pas de signe de la main. Il ne regardait même pas. L'aéroport bourdonnait d'activité alors que Cynthia roulait sa valise vers le comptoir d'enregistrement. Ses yeux balayaient le panneau numérique affichant les vols et les portes, mais son esprit ne lisait pas vraiment. Il était en pleine course. Un courant d'air froid la traversa, malgré la chaleur du terminal. Juste au moment où elle s'apprêtait à tendre sa carte d'embarquement, une vive douleur à l'estomac la fit s'arrêter. « Madame, tout va bien ?» demanda gentiment l'agente. Cynthia hocha lentement la tête, ses yeux se plissant à nouveau sur l'écran. « J'aimerais changer de vol » dit-elle soudainement. Les mots sortirent avant même qu'elle n'y ait réfléchi. L'agente cligna des yeux, surprise. « Vers quelle destination ?» Cynthia hésita. « La même ville, juste le prochain vol disponible. » Piz, qui se tenait toujours à proximité les bras croisés, haussa un sourcil. « Pourquoi ? Le vol est dans moins d'1 heure. » Cynthia força un sourire. « Appelle ça de l'intuition. Quelque chose ne me semble pas juste. » Piz se pencha, murmurant. « Tu es sûr que ce n'est pas à cause de Clinton ?» Cynthia se tourna brusquement, puis s'adoucit. « Peut-être, mais c'est plus que ça. C'est dans ma poitrine, comme si quelqu'un criait en moi de ne pas monter dans cet avion. » Le vol qu'elle devait prendre était maintenant en cours d'embarquement. Piz la regarda longuement, puis soupira. « Tu as toujours eu les instincts les plus bizarres, mais ils ne se sont jamais trompés. » L'agente revint avec un nouveau billet. « Le vol B2 part dans 3 heures. » Cynthia hocha la tête et le prit. Alors qu'elle était assise dans un coin tranquille du terminal, elle regardait l'avion qu'elle venait de refuser. Son cœur battait la chamade, mêlant peur et soulagement, et elle ne savait pas auquel se fier. Clinton se tenait au comptoir de la cuisine, sirotant du whisky, les stores bien tirés. La télévision en arrière-plan diffusait un faible bruit de fond d'information jusqu'à ce que le titre apparaisse. Le vol 184 s'écrase quelques minutes après le décollage. Aucun survivant confirmé. Le verre dans sa main se figea en l'air. Il se tourna lentement pour faire face à l'écran, regardant l'épave en feu défiler sur la Seine. Un souffle court s'échappa de ses lèvres, quelque chose entre le choc et l'incrédulité. Pendant un instant, le monde s'arrêta. Puis il se dirigea lentement vers le canapé, s'y enfonça, et laissa le silence l'envelopper comme une couverture. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'il attrapait son téléphone, non pas pour appeler la compagnie aérienne ou la famille de Cynthia, mais pour composer le numéro de Sharon. « C'est arrivé » dit-il quand elle répondit. L'avion s'est écrasé. Il y eut une pause. Puis la voix de Sharon murmura « Tu es sérieux ?» Clinton hocha la tête dans le silence. « Très sérieux. » Un léger gloussement suivit. « Alors, elle est vraiment partie ?» demanda Sharon. « On dirait bien. » dit-il, sa voix basse, mais teintée de quelque chose de troublantement proche de la satisfaction. Il coupa le son de la télévision, s'adossa,
et fixa un cadre photo sur la table. Cynthia souriant vivement, ignorant que l'homme à côté d'elle pouvait rester si calme au son de sa mort supposée. Au fil des heures, des messages de condoléances commencèrent à affluer sur son téléphone. Il répondit avec un chagrin de circonstance. « C'est difficile. Nous prenons les choses un moment à la fois. » Mais dans cette pièce faiblement éclairée, un verre de whisky à la main, Clinton porta un toast silencieux, non pas à la perte, mais à la liberté. « Repose en paix, Cynthia, marmonna-t-il, avec un sourire qui n'appartenait pas à un mari en deuil. 2 jours après l'accident, Sharon entra dans l'appartement comme si elle en était la propriétaire, car maintenant, elle l'était. Un sac de sport en bandoulière. Elle enleva ses talons et s'affala sur le canapé en velours. « Waouh !» murmura-t-elle, inspectant le salon. « J'ai toujours pensé que cet endroit avait besoin d'une énergie plus vive, une ambiance moins d'épouse décédée. » Clinton gloussa depuis la cuisine, versant 2 verres de vin. « Eh bien, l'épouse décédée est partie maintenant, » répondit-il en lui offrant un verre. Ils trinquèrent et prirent une lente gorgée, l'air épais de ce genre de confort qui vient des secrets enfouis sous les cendres. Sharon se dirigea vers la cheminée, prenant une photo de mariage encadrée. « Elle était jolie, dit-elle. Dommage que la beauté ne fasse pas rester un homme. » Clinton la rejoignit, prit le cadre de sa main et le posa face contre la table. « Elle ne s'est jamais doutée de rien, dit-il. Même dans ces derniers moments, elle pensait probablement que j'attendais qu'elle me manque. » Sharon se pencha, ses lèvres effleurant sa mâchoire. « Eh bien, maintenant c'est elle qui manque quelque chose. » Le téléphone de Clinton vibra avec un autre texto, un avocat demandant l'autorisation d'accéder au compte de Cynthia. Il répondit rapidement, le masque en place. « Je m'en occuperai une fois que j'aurai tout digéré. » Mais la vérité était qu'il organisait déjà la paperasse. Sharon s'étira sur le canapé comme une femme qui avait enfin conquis son territoire. « Tu sais ce qui rendrait cette célébration complète ?» demanda-t-elle. Clinton haussa un sourcil. « Une vraie bague de fiançailles. » Il sourit. « Donne-moi une semaine. » La pièce se remplit de rire. Mais loin de là, la femme qu'il croyait morte respirait encore et regardait. La télévision scintillait silencieusement dans la petite chambre de motel sombre où Cynthia s'était installée quelques heures plus tôt. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle faisait défiler les nouvelles sur son téléphone, suivant les mises à jour sur l'accident. Elle était restée discrète, pas d'appel, pas de publication, pas d'alerte, juste le silence. Mais ce silence se brisa lorsqu'un titre attira son attention, le mari d'une victime de l'accident vu lors d'un dîner de célébration privée. Ses yeux se plissèrent alors qu'elle cliquait sur la vidéo. L'écran s'illumina avec des images prises à travers des vitres teintées. Clinton riant avec Sharon, des coupes de champagne qui tintent, son portrait de mariage retiré du mur derrière eux. Cynthia ne sia pas. Sa respiration était lente, régulière, comme si son corps savait que si elle expirait trop vite, son cœur pourrait se briser de l'intérieur. Un coup à sa porte la fit sursauter. Le service d'étage. Elle recula, laissa entrer le serveur et reprit le visionnage de la vidéo. Sharon tournoyait dans le salon, portant le peignoir de Cynthia, *son peignoir. Clinton se tenait derrière elle, lui murmurant quelque chose qui fit rire Sharon. Puis vint la partie qui fit asseoir Cynthia. Clinton leva son verre et porta un toast. « À la liberté », avait-il dit. Pas le deuil, pas la réflexion, la liberté. Ce mot ressemblait à une lame. Cynthia baissa lentement le téléphone. Elle s'était attendue au deuil, peut-être à la culpabilité. Mais ça, c'était de la moquerie. « Il pense vraiment que je suis partie », se murmura-t-elle, le tranchant dans sa voix remplaçant le chagrin. Elle n'était pas sûre de ce qui faisait le plus mal. La trahison ou la facilité avec laquelle il la célébrait. Mais une chose devint claire, ce n'était pas la fin de son histoire. C'était le début de son réveil. Pendant des jours, Cynthia erra sans but, réservant des motels bon marché et changeant de lieu comme une fugitive. Elle évitait les miroirs, évitait son reflet. Elle n'était plus la même femme qui avait embrassé son mari au revoir dans un tailleur pantalon ajusté avec l'ambition dans les veines. Maintenant, elle se sentait vidée, comme si le chagrin avait creusé un espace en elle pour faire place à la rage. Son téléphone resta éteint, sa carte SIM jetée. Même Percy et Pise n'avaient pas eu de ses nouvelles, bien qu'ils aient tous deux appelé sans cesse. Elle rédigea des textos « Je suis en vie »,
je vais bien, mais ne les envoya jamais. Quelque chose en elle voulait que le silence dure un peu plus longtemps, voulait qu'ils restent tous dans le monde qu'ils avaient créé sans elle. Tard un soir, elle s'assit sur le bord d'un lit de motel avec un stylo et un journal vierge. Cela faisait des années qu'elle n'avait rien écrit de personnel. Les pages se remplirent bientôt de souvenirs, de trahisons et de fureur. Vous m'avez tué alors que je respirais, écrivit-elle, et maintenant, je vais vous hanter pendant que vous vivez. Son écriture tremblait, mais pas sa résolution. La Cynthia que Clinton avait épousée, celle qui pardonnait trop facilement et aimait trop profondément, était partie. À sa place se tenait une femme prête à s'effacer juste pour voir à quelle vitesse il l'oublierait. Et il l'avait fait. La célébration le prouvait. Mais elle n'avait pas simplement disparu. Elle observait, calculait, et plus longtemps il la croyait morte, plus forte elle devenait. Elle n'était pas encore prête à les affronter, mais un jour, bientôt, elle reviendrait. Et il ne le verrait jamais venir. Clinton se tenait devant une mer de caméras, vêtue de noir avec un mouchoir blanc soigneusement plié dans sa poche. La conférence de presse fut brève mais émouvante en surface. Ma femme était une femme extraordinaire, dit-il, la voix mesurée, les yeux à peine humides. Nous attendons toujours l'identification ADN officielle, mais nous avons commencé à planifier un mémorial privé. Les journalistes hochèrent la tête solennellement. Seuls quelques-uns s'interrogèrent sur la rapidité avec laquelle il agissait. Sharon se tenait juste derrière lui dans une robe noire bien trop révélatrice pour un deuil. Elle portait des perles, les perles de Cynthia, et gardait un sourire soigneusement maîtrisé, l'image parfaite du faux chagrin. Clinton lui prit la main une fois les caméras éteintes. C'était convaincant, dit-elle avec un clin d'œil. Plus tard dans la soirée, Clinton rencontra un avocat dans son bureau. Nous devrons accélérer le processus, dit-il. Je veux accéder à tous les comptes et propriétés à son nom. L'avocat hésita. Mais monsieur, elle n'a pas encore été officiellement déclarée morte. La mâchoire de Clinton se tendit. Vous pensez qu'elle est en vie? L'avocat baissa les yeux. Non, bien sûr que non, mais nous devons attendre les rapports finaux. Clinton le congédia d'un geste de la main. Faites ce que vous avez à faire. De retour à la maison, Sharon parcourait le placard de Cynthia, jetant des robes sur le sol. Nous devons redécorer, marmonna-t-elle. Ça sent encore elle ici. Clinton ne dit rien. Il alluma simplement un cigare, expira lentement, et fixa l'obscurité au-delà de la fenêtre. Pour lui, le mensonge n'était pas seulement pratique, c'était la liberté avec un certificat falsifié. Mais les mensonges, comme les fleurs, s'épanouissent et se fanent, et finalement, quelqu'un finit toujours par sentir la pourriture. Percy se tenait près de sa fenêtre, fixant la rue en bas, le téléphone à la main. La disparition de Cynthia l'avait frappé plus fort qu'il ne l'aurait cru. Les nouvelles disaient qu'elle était partie. Clinton disait qu'on la pleurait. Mais quelque chose n'allait pas. Les délais ne correspondaient pas. Clinton avait semblé presque trop calme lorsqu'il l'avait appelé après l'accident. C'est beaucoup à digérer, avait marmonné Clinton d'une voix plate. Mais je gère. Percy se souvenait trop bien de cette phrase, je gère, comme si Cynthia était une affaire commerciale, pas sa sœur. Un soupçon tenace s'enfonça plus profondément lorsqu'un email intraçable atterrit dans sa boîte de réception avec seulement 6 mots. Elle n'est pas là où vous pensez. Pas de signature, pas d'explication. Mais Percy en sentit le pouls. Il imprima l'email et l'épingla sur son tableau de liège à côté d'un calendrier marqué de l'horaire de vol initial de Cynthia. Si elle a changé de vol, se murmura-t-il, il doit y avoir une trace. Il essaya de rappeler Clinton, cette fois avec plus d'intention. Et, commença prudemment Percy. Je n'arrive pas à dormir. J'ai l'impression que nous avons enterré un fantôme. Clinton soupira. Percy, je sais que c'est difficile, mais traîner les choses ne fera qu'empirer la situation. Il n'y a rien à trouver. Elle est partie. Mais sa voix était empreinte d'agacement. Trop pour quelqu'un en deuil. Percy ne répondit pas. Il raccrocha et prit ses clés de voiture. Quelque chose en lui refusait d'abandonner l'idée que Cynthia n'était pas morte. Il n'avait pas de preuves. Il n'avait même pas d'espoir. Ce qu'il avait, c'était le doute, et c'était suffisant pour creuser. Pease croisa les bras, regardant les informations du soir rediffuser un court hommage à Cynthia. Ses yeux n'étaient pas sur l'écran,
mais sur le souvenir qui dansait dans son esprit, un déjeuner décontracté qu'elle avait eu avec Cynthia quelques jours seulement avant son voyage. Cynthia avait remué son thé et dit de but en blanc, « S'il m'arrive quelque chose, ne le crois pas si facilement. J'ai toujours un plan de secours. » À l'époque, elles avaient ri. Pease avait levé les yeux au ciel, mais maintenant ces mots ne sonnaient plus comme une blague. Ils ressemblaient à un avertissement. Elle attrapa son journal et l'ouvrit à la date de leur dernière rencontre, griffonnant tout ce dont elle se souvenait. Quelque chose dans le ton de Cynthia ce jour-là avait été trop concentré, trop délibéré. Elle ouvrit son ordinateur portable et commença à chercher dans les archives des compagnies aériennes. Rien d'illégal, juste une consultation des vols, des numéros de siège, des manifestes. Puis elle se figea. Le vol initial de Cynthia était indiqué comme complet, mais dans un rapport séparé, Pease remarqua qu'un siège avait été libéré 10 minutes avant l'embarquement, juste au moment où Cynthia serait arrivée. Le cœur de Pease commença à s'emballer. A-t-elle renoncé, murmura-t-elle. Elle prit son téléphone et composa le numéro de Clinton, mais hésita et raccrocha. Puis elle fit défiler jusqu'au numéro de Percy. « Percy, c'est moi, dit-elle quand il répondit. Je pense qu'il y a une chance que Cynthia ne soit pas montée dans cet avion. Je n'ai pas encore de confirmation, mais quelque chose cloche. Nous devons vérifier les images de sécurité de l'aéroport. » Percy resta silencieux à l'autre bout du fil. « J'avais aussi un pressentiment, admit-il finalement. Retrouvons-nous demain. » Et c'est ainsi que la graine de la vérité germa. Cynthia était assise tranquillement en face d'une femme nommée Lorna dans une retraite de bien-être nichée dans un village vallonné et isolé. Elle portait des lunettes de soleil surdimensionnées, ses ongles autrefois polis maintenant coupés à ras. « Non » demanda Lorna avec un sourire poli. Cynthia hésita. « Céleste » dit-elle finalement. Lorna hocha la tête. « Nous accueillons tous ceux qui ont besoin de disparaître un moment. » La retraite ne demandait ni nom de famille ni histoire, seulement une intention. Cynthia s'inscrivit, paya en espèces et fut escortée dans une chambre calme avec des rideaux blancs et un bureau faisant face à un jardin. Le silence n'était pas angoissant ici, il était apaisant. Elle ne déballa que le nécessaire, un pull, son journal et une photo usée d'elle-même avec Percy et Pease. Les jours se transformèrent en semaines. Elle aidait dans le jardin de la retraite, lisait tranquillement pendant les méditations de groupe et évitait le contact visuel lorsque les invités l'interrogeaient sur son passé. Mais chaque nuit, elle ouvrait son journal et écrivait. Pas seulement pour digérer, mais pour se souvenir de qui elle était et de qui elle devenait. Cynthia est morte dans cet accident, écrivit-elle une nuit. Céleste est ce qui est né du feu. Elle commença à esquisser les visages de ceux qui l'avaient trahi. Clinton avec ses yeux méfiants. Sharon avec son sourire de serpent. Chaque esquisse était un rappel. Elle ne fuyait plus, elle se préparait. Elle n'était pas encore prête à revenir. Mais elle n'était plus un fantôme non plus. Elle était en vie. Et quand elle reviendrait, ce serait selon ses propres termes, avec le feu dans le cœur et la vérité sur la langue. Le salon brillait sous la douce lumière des bougies alors que Clinton s'agenouillait devant Sharon, lui tendant une bague en diamant scintillante. Elle haleta de façon spectaculaire, couvrant sa bouche. « Tu es sérieux » souffla-t-elle. Clinton hocha la tête. « Nous avons assez fait semblant, dit-il, sa voix douce. Donnons maintenant au monde quelque chose de réel. » Sharon baissa les yeux sur la bague, puis regarda la pièce remplie de vin cher, de nourriture traiteur et de ses roses blanches préférées, les roses de Cynthia, réutilisées pour une nouvelle histoire. Elle glissa la bague à son doigt et se pencha en avant, murmurant, « Elle mourrait une seconde fois si elle voyait ça. » Clinton eut un sourire crispé. « Eh bien, elle n'est pas là pour le voir, n'est-ce pas ?» Le lendemain matin, leurs photos de fiançailles inondèrent les réseaux sociaux. Clinton en costume bleu marine sur mesure, Sharon en robe couleur champagne, debout devant la maison même que Cynthia avait autrefois décorée mur par mur. La légende disait « Descendre à l'éternité ». Pease fixa la publication, les poings serrés. Percy, quant à lui, regarda la tempête médiatique en silence, la mâchoire contractée. Pas de période de deuil, pas de subtilité, marmonna-t-il. Juste des bagues et des roses. Alors que Sharon paradait dans la maison ce matin-là, elle rit. Les gens pensent que tu es courageux, de passer à autre chose après une tragédie, dit-elle. Laisse-les faire. Ça fait briller la bague encore plus.
Clinton était assis à la table de la salle à manger, faisant tourner son verre, mais ses yeux s'étaient posés sur l'ancien bureau de Cynthia. Il était toujours dans le coin, intact. Et pour la première fois depuis des semaines, quelque chose comme un malaise s'installa dans son ventre. Percy se présenta au bureau de Clinton sans prévenir, son ton vif et son visage impassible. « Tu as une minute » demanda-t-il, sans attendre la permission. Clinton se pencha lentement en arrière dans son fauteuil en cuir. « Bien sûr. Tu as été distant ces derniers temps. Tout va bien ?» Percy posa un petit dossier sur le bureau. « Je veux juste comprendre quelque chose. Pourquoi n'as-tu pas organisé de véritables funérailles pour ma sœur ? Aucun certificat de décès n'a été délivré. Juste une performance publique et maintenant une bague de fiançailles. » Clinton cligna des yeux, puis se força à rire. « Tu sais à quel point la bureaucratie est lente. Les autorités travaillent toujours sur la récupération. » Percy ne sourit pas, donc, personne. Pas d'identification confirmée, et pourtant tu es passé à autre chose comme si elle était officiellement partie. Clinton se leva, essayant de masquer son irritation croissante. « Nous faisons notre deuil de différentes manières, Percy. Je fais ce que je peux. » Percy se pencha en avant, baissant la voix. « Alors montre-moi. Les cendres, le rapport, n'importe quoi. » Les yeux de Clinton se tournèrent vers la porte, comme s'il voulait mettre fin à la conversation. « Tu es en deuil, et ça obscurcit ton jugement. Je demanderai à mon assistante de tout te transmettre. » Percy ramassa le dossier non ouvert et partit, mais pas avant de faire une pause. « S'il y a quelque chose que tu caches, Clinton, sache juste que le deuil n'est pas la seule chose qui peut revenir te hanter. » Alors que la porte se fermait, Clinton s'enfonça dans son fauteuil, passant une main dans ses cheveux. La confiance qu'il avait affichée ces dernières semaines commença à vaciller, laissant place à quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis l'accident, l'incertitude. Et derrière cela, les premières affres de la peur. Il ne fallut pas longtemps pour que les fissures apparaissent. Avec les fiançailles maintenant publiques, Sharon commença à traiter la maison comme un empire personnel. « Pourquoi ce tiroir est-il encore plein de ses affaires » lança-t-elle à Clinton un soir. « Je veux qu'il soit vidé. » Il haussa les épaules. « Je n'ai pas eu le temps. » Sharon leva les yeux au ciel. « Tu as eu assez de temps. Tu m'as demandé en mariage dans son salon, Clinton. Je ne vivrai pas avec son fantôme. » Elle avait redécoré la moitié de la maison, remplaçant les tons chauds de la terre par des blancs et des argents stériles. Le coin lecture de Cynthia était devenu une cave à vin. Son canapé préféré fut jeté du jour au lendemain. Clinton observait les changements en silence, une partie de lui dérangée par la rapidité avec laquelle Sharon effaçait le passé. Mais ce n'était pas seulement la décoration. Le ton de Sharon avait aussi changé, plus tranchant, moins patient. Quand Clinton rentrait tard du travail, elle le bombardait de questions. « Avec qui étais-tu ? Pourquoi n'as-tu pas décroché ? » Une nuit, il la surprit en train de fouiller dans son téléphone. « Juste pour m'assurer que tu ne prends pas peur, » dit-elle en souriant narquoisement. Cynthia commença à manquer à Clinton, pas seulement sa présence, mais sa paix. Avec Cynthia, même en silence, la maison ressemblait à un foyer. Maintenant, elle résonnait de performance et de tension. « Peut-être que tu devrais rester chez ton ami ce week-end, » dit-il prudemment. Sharon plissa les yeux. « Pourquoi ? Tu es déjà fatigué de moi. » Il soupira. « J'ai juste besoin d'espace. » Elle ricana. « Alors peut-être que tu aurais dû attendre avant de mettre cette bague à mon doigt. » Alors qu'elle sortait en trombe, Clinton se tenait seul dans le couloir, se demandant enfin à quel genre d'avenir il venait de s'engager, et si l'ombre de Cynthia resterait jamais vraiment enterrée. Peace traversait le marché local bondé ce samedi après-midi, perdue dans ses pensées alors qu'elle naviguait entre les vendeurs criant leur prix. Son esprit rejouait la voix de Cynthia, des phrases qui semblaient autrefois une sagesse anodine ressemblaient maintenant à des signes qu'elle avait manqués. Alors qu'elle prenait une grappe de banane plantant un mur, une femme la frôla en se pressant. Peace se retourna instinctivement, apercevant fugitivement le profil de la femme. C'était rapide, trop rapide, mais quelque chose dans la courbe de sa mâchoire, l'inclinaison familière de sa démarche et son foulard surdimensionné ravivèrent sa mémoire. Cynthia, souffla-t-elle. Laissant tomber les bananes, Peace se fraya un chemin à travers la foule, le cœur battant, les yeux vifs.
La femme tourna un coin et disparut dans une ruelle étroite. Le temps que Pise y arrive, elle était partie. Elle resta là, figée, respirant lourdement, les mains tremblantes. Ce n'est pas possible, marmonna-t-elle, mais ça doit l'être. Son esprit passa en revue les faits. Cynthia aimait les marchés en plein air, portait toujours des foulards par temps frais, et ce sac. Pise était sûr de l'avoir déjà vu, mais plus que tout, c'était la façon dont son corps avait réagi, comment son âme semblait bondir à cette vue. Elle quitta le marché les mains vides, son cœur battant d'un étrange mélange d'espoir et de crainte. Cette nuit-là, elle s'assit avec Percy et lui raconta son expérience. « Je jure que je l'ai vu, dit-elle fermement. Percy se pencha en avant. Alors elle est proche. Elle observe. Pise hocha lentement la tête. Mais pourquoi n'est-elle pas revenue? La voix de Percy baissa. Peut-être parce qu'elle attend. Ou peut-être, qu'elle veut que nous voyions ce que nous ferions sans elle. Les yeux de Pise s'assombrirent. Ou ce qu'il ferait sans elle. Clinton ouvrit le bac à courrier sur son bureau et tria les enveloppes distraitement. Des factures, des invitations, un gala de charité auquel il devrait maintenant assister avec Sharon. Puis sa main s'arrêta sur une simple carte ivoire, sans nom, sans adresse de retour. Curieux, il l'ouvrit et lut les mots soigneusement imprimés à l'intérieur. « J'ai vu ce que vous avez célébré. J'espère que vous avez apprécié le champagne. » Sa poitrine se serra et ses doigts agrippèrent les bords de la carte. Il balaya la pièce du regard comme si quelqu'un pouvait l'observer. Il n'y avait ni signature, ni indice. Mais le message semblait personnel, trop personnel. Il jeta la carte dans le tiroir et le verrouilla, puis se rassit dans son fauteuil, son humeur soudainement troublée. « C'est une farce, marmonna-t-il à voix haute, mais même sa voix manquait de conviction. Ce soir-là, Sharon remarqua son malaise. « Tu es silencieux aujourd'hui, dit-elle en s'affalant sur le canapé avec un verre de vin rouge. Quelque chose te préoccupe? Clinton força un sourire. Juste le stress du travail. Elle se pencha et l'embrassa sur la joue. Tu dois apprendre à te détendre. Peut-être que nous devrions faire un voyage quelque part loin. Il ne répondit pas. Ses pensées étaient toujours piégées dans ce message. Quelqu'un se moquait-il de lui? Ou pire, quelqu'un insinuait-il que Cynthia était en vie? Il envisagea d'appeler Percy, mais rejeta rapidement l'idée. Cet homme était déjà méfiant. Inutile de jeter de l'huile sur le feu. Au lieu de cela, il se dirigea vers son bureau, sortit à nouveau la carte et fixa les mots sous la lumière de la lampe. Ce n'était pas une farce, c'était un avertissement. Et pour la première fois depuis des semaines, Clinton se sentit observé, traqué et loin d'être libre. Au bord tranquille de la retraite, Cynthia était assise sous un jacaranda, son journal ouvert sur ses genoux, et le vent taquinant les coins des pages. Son stylo dansait entre les pensées, les souvenirs de la trahison de Clinton, de l'audace de Sharon et du petit murmure grandissant en elle. Il est temps. Elle était restée cachée assez longtemps. Son esprit n'était plus meurtri, juste aiguisé. Ce matin-là, elle avait contacté anonymement, envoyant cette carte à Clinton. C'était un test, et elle savait qu'il s'effondrerait. Il n'avait jamais bien géré la culpabilité. Elle ne prévoyait pas de l'affronter directement, pas encore, mais elle lui ferait à nouveau sentir sa présence. Lentement, délibérément, comme un souffle sur son cou qu'il ne pouvait situer. Elle prit enfin son téléphone et créa une adresse email sécurisée. phoenixneverfell@protonmail.com. Ses premiers messages furent pour Percy et Pise. Ils n'étaient pas longs, juste assez pour confirmer qu'elle était en vie et qu'elle observait. Elle joignit une photo d'elle tenant un journal de cette semaine-là. Pas de mots, juste la vérité. Pise appela immédiatement, mais Cynthia ne répondit pas. Elle n'était pas prête à parler. Percy répondit par seulement 3 mots. Nous attendions. Cela fit battre son cœur. Pour la première fois depuis des semaines, elle sourit sans amertume. Cynthia s'était débarrassée de la peau de la femme qui avait autrefois supplié l'attention de Clinton. Maintenant, elle était une créature entièrement nouvelle, une qui comprenait le pouvoir du timing, du silence et de la vérité. Elle ferma son journal et se leva. Le jeu avait commencé, et elle ne se contentait pas d'y jouer. Elle le contrôlait. L'air nocturne était chargé de tension alors que Clinton se tenait seul sur le balcon, fixant la rue vide. La ville bourdonnait au loin, mais son esprit était plus bruyant.
Il avait à peine dormi depuis qu'il avait reçu cette carte anonyme, et bien qu'il se soit dit que cela ne signifiait rien, son corps le trahissait, main tremblante, pensée qui s'emballe, yeux qui scrutent les ombres. Ce soir-là, il était tombé sur un tiroir oublié dans le placard du couloir. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite de Cynthia laissée pour lui lors de leur anniversaire l'année précédente. Merci de m'aimer d'une manière que je n'ai jamais eu à remettre en question. Le souffle de Clinton se coupa. Il ne se souvenait pas de cette note, et pourtant la lire maintenant lui donnait l'impression d'être jugé. La culpabilité, autrefois réduite au silence par la distraction, pulsait maintenant comme un battement de tambour. Sharon le trouva dans le noir, les épaules voûtées. « Tu n'as même pas touché à ton dîner », dit-elle en se glissant derrière lui. « Tu es comme ça depuis des jours. » Clinton se retourna, des cernes sous les yeux. « Je me suis juste souvenu de choses. » Elle leva les yeux au ciel. « Ne me dis pas que tu deviens sentimental à propos de Cynthia maintenant. » Il ne répondit pas. Sharon ricana. « Laisse-moi deviner. Un souvenir est revenu te hanter, et maintenant tu es de nouveau le veuf éploré. » Son sarcasme était plus tranchant que prévu. La voix de Clinton se durcit. « Tu ne sais pas ce que nous avions. » Sharon recula légèrement, prise au dépourvu. « Vraiment ? Parce que de mon point de vue, elle ne comptait pas assez pour t'empêcher de me demander en mariage quelques jours après que ses cendres soient supposément arrivées. » Le silence qui suivit fut lourd. Clinton se détourna de nouveau. « J'ai juste besoin d'espace, Sharon. » Et pour la première fois, il le pensait. Le fantôme de Cynthia ne s'estompait pas. Il se faisait de plus en plus pressant. Alors que Clinton partait pour un voyage d'affaires d'une nuit, Sharon errait sans but dans la maison. Elle essaya de se distraire avec le shopping et le vin, mais quelque chose dans son humeur avait changé dernièrement, et cela la dérangeait. Curieuse et agitée, elle entra dans son bureau et commença à ouvrir les tiroirs. Au début, c'était inoffensif. Des reçus, des documents, de vieilles factures. Mais ensuite, elle ouvrit le petit coffre-fort sous son bureau. Clinton avait une fois glissé le code en sa présence, et elle s'en souvenait. La serrure s'ouvrit avec un déclic. À l'intérieur se trouvait un journal relié en cuir. Sharon hésita, puis le sortit. Ce n'était pas celui de Clinton. L'écriture était délicate, en cursive, celle de Cynthia. Elle commença à le feuilleter lentement, s'attendant à des niaiseries romantiques. Au lieu de cela, ce qu'elle trouva la fit s'asseoir. Page après page détaillait des doutes, de l'intuition et de la douleur. Cynthia se méfiait de Clinton et Sharon bien avant l'accident. Dans une entrée, Cynthia écrivait « S'ils me trahissent, je m'en irai et les laisserai vivre avec. Je disparaîtrai, mais seulement assez longtemps pour qu'ils regrettent que je ne l'ai pas fait. » Les paumes de Sharon devinrent moites. Elle referma le livre d'un coup sec. « Non, murmura-t-elle. Elle est morte. Elle doit l'être. » Mais les mots dans le journal semblaient récents, comme si Cynthia les avait écrits juste avant de partir. La respiration de Sharon devint erratique. Pouvait-elle être encore en vie? Les observait-elle? La pensée fit battre son cœur à tout rompre. Elle remit le journal dans le coffre-fort, le verrouilla et essuya la poignée. Quand Clinton revint le lendemain, Sharon n'en parla pas, mais elle le regarda différemment. Parce que si Cynthia était en vie, il ne l'avait pas seulement trahi. Ils étaient devenus des proies. Cynthia était assise les jambes croisées dans le salon tranquille de la retraite, sirotant un thé chaud tandis que la télévision diffusait une émission de jour en arrière-plan. Ses yeux n'étaient pas sur les invités jusqu'à ce qu'elle entende les noms, Clinton et Sharon. Elle se tourna, l'expression indéchiffrable, alors que la caméra se tournait vers le couple assis côte à côte. Clinton arborait une expression solennelle. Sharon, toujours photogénique, portait une robe bleu marine, sa main agrippant fermement la sienne. « Le chemin a été long, » dit Clinton, la voix empreinte d'un chagrin de circonstance. « Perdre Cynthia nous a brisés, mais nous avons trouvé la guérison l'un en l'autre. » L'animatrice hocha la tête, sympathique. « Votre force a inspiré beaucoup de gens. » Les lèvres de Cynthia se courbèrent légèrement, non pas d'amusement, mais de reconnaissance. Il était doué pour mentir. Trop doué. Le segment continua avec des extraits de leur parcours de guérison. Visite d'orphelinat, plantation d'un arbre à la mémoire de Cynthia, et organisation d'un séminaire sur le deuil. Sharon versa même une larme.
Elle était si rayonnante, dit-elle. Je rêve encore d'elle parfois. Cynthia pencha la tête. Des rêves? Quelle ironie. Parce que Cynthia avait cessé de rêver, elle planifiait maintenant. Quand l'interview se termina, elle éteignit la télé et resta assise un moment, non pas avec tristesse mais avec stratégie. Ils ont créé une performance, dit-elle doucement. Alors je serai le rebondissement. Cette nuit-là, elle rédigea une autre lettre anonyme, cette fois à l'animateur de l'émission. Elle disait, « Vous avez interviewé deux menteurs. La femme qu'ils prétendent honorer est bien vivante. Observez ce qui se passera ensuite. » Il ne s'agissait plus seulement de Clinton. Il s'agissait de la vérité, et Cynthia en avait fini de chuchoter. Des enveloppes dorées en relief étaient soigneusement empilées sur le bureau de Clinton, chacune portant la marque du luxe et de la tromperie. Il ajusta sa cravate et passa en revue la liste des invités, lisant les noms des élites du monde des affaires, des influenceurs et des personnalités des médias. La célébration des fiançailles devait être le sujet de conversation de la ville, une démonstration ouverte de leur nouveau départ. Sharon entra dans la pièce en flottant, rayonnante. Les arrangements floraux sont des roses blanches et des orchidées, n'est-ce pas? Demanda-t-elle en tapotant sur son téléphone. Exactement ce que tu voulais, répondit Clinton, bien que son ton manquât de chaleur. Son esprit était trouble ces derniers temps, surtout depuis qu'il avait reçu cette carte des semaines auparavant. Mais Sharon était implacable dans sa planification. Oh, et devine quoi? Ajouta-t-elle en agitant son téléphone. J'ai envoyé une invitation hommage à la presse, un segment vidéo de 5 minutes en l'honneur de Cynthia, pour montrer que nous sommes passés à autre chose avec grâce. Clinton se raidit, mais ne dit rien. Pendant ce temps, dans un café tranquille à des kilomètres de là, Cynthia tenait l'une des invitations dans sa main. Elle avait été glissée sous la porte de Percy. Il l'avait scannée et lui avait transmise avec un seul message, « Maintenant, il danse sur une scène que tu as construite. » Cynthia retourna lentement la carte, son regard fixé sur le thème de l'événement, de la perte à la lumière. Elle laissa échapper un léger rire. « Quelle poésie !» murmura-t-elle. Il pense que la lumière ne le brûlera pas, le segment hommage lui parut une insulte finale. Il ne se contentait pas de l'oublier, il réécrivait son héritage. Elle fixa le lien de confirmation de présence et, sans hésiter, l'ouvrit. Sous, serez-vous présent? Elle sélectionna, oui, mais elle ne tapa pas son vrai nom. Elle signa, la femme que vous avez enterrée trop tôt. Puis arpentait son appartement, le téléphone pressé contre sa poitrine comme si elle se préparait à avoir le courage de passer l'appel. Elle avait respecté le silence de Cynthia, respecté son espace, mais c'en était assez. Avec la fête de fiançailles dans quelques jours et la nouvelle que Sharon vendait l'un des anciens biens de Cynthia, la loyauté de Pease ne pouvait plus être passive. Elle composa le numéro sécurisé que Cynthia avait utilisé et attendit. La sonnerie s'arrêta, mais il n'y eut pas de voix, seulement une respiration. « Cynthia, c'est moi, s'il te plaît, ne raccroche pas. Je sais que tu as dit que tu n'étais pas prête, mais ça va trop loin. » La pause, puis la voix de Cynthia, basse mais calme, se fit entendre. « Qu'est-ce qu'ils ont vendu ?» La gorge de Pease se serra. « Ton appartement au bord de l'eau à Lekki. Clinton a transféré l'acte de propriété la semaine dernière. » Le silence de Cynthia à l'autre bout du fil était glaçant. « Cet appartement était le dernier cadeau de ma mère, dit-elle finalement. Il n'en avait pas le droit, la voix de Pease se brisa. Je sais, et il en prévoit d'autres. Tu dois revenir, pas pour la vengeance. Pour la justice. » Cynthia soupira. Ils ont traité mon absence comme une liquidation. Pease ne rit pas, tu n'es pas un souvenir, Cynthia, mais tu es un témoin, et il parie que tu resteras invisible. Cynthia répondit, je ne lui donnerai pas cette victoire. Plus maintenant. Pease s'appuya contre le mur, le soulagement l'envahissant. Alors reviens. Pas tranquillement, pas doucement. Fais en sorte que ce soit inoubliable. Cynthia murmura, j'ai déjà confirmé ma présence. Puis la ligne se coupa, et pour la première fois depuis des mois, Pease sourit. La nuit était fraîche alors que Cynthia sortait d'un véhicule de covoiturage noir à deux pâtés de maison de son ancienne demeure. Elle portait un long trench coat, ses cheveux dissimulés sous un foulard en soie, et des lunettes de soleil sombre protégeant son visage même s'il faisait crépuscule. Elle marchait lentement, absorbant les détails, de nouveaux rideaux à ses anciennes fenêtres, des étayers, un carillon différent sur le porche.
La maison avait l'air soignée, mais sans vie. En s'approchant, elle resta dans l'ombre, son souffle se coupant lorsqu'elle vit un scintillement de mouvement dans le salon. À travers le rideau transparent, Sharon apparut, portant à nouveau son peignoir, un verre de vin à la main, riant de quelque chose sur son téléphone. Le même peignoir qu'elle portait cette première nuit après l'accident. Cynthia resta là longtemps. Enracinée au sol comme un fantôme revisitant les vivants. Ses mains se serrèrent en poing dans les poches de son manteau. Vous avez pris ma maison, pensa-t-elle, mes souvenirs, ma paix. Mais elle n'avança pas. Pas encore. Au lieu de cela, elle contourna la barrière arrière et l'escalada avec précaution. Le jardin qu'elle avait autrefois entretenu avait été dépouillé. Le banc où elle et Clinton s'asseyaient au clair de lune rouillait maintenant sous une plante pourrissante. Elle s'accroupit, se cachant dans le coin sombre près de la remise à outils, et sortit son téléphone de sa poche. Elle prit une photo de Sharon à la fenêtre, la horodatà, et l'envoya à Percy. Pas de légende, juste une preuve. Puis elle se retourna et disparut dans la nuit. Elle n'avait aucune intention de frapper à la porte. Elle reviendrait quand tout le monde regarderait. Percy était assis au fond d'un café sur le toit vide, ses doigts tapotant contre la tasse en céramique en attendant. Lorsque Cynthia émergea de la cage d'escalier, enveloppée dans un doux manteau marron et une paire de lunettes qui ne cachaient pas tout à fait son visage, il se leva lentement, les yeux s'écarquillant d'incrédulité. « Mon Dieu, Cynthia » souffla-t-il, s'avançant, mais elle leva doucement la main. « Pas de câlin. »« Pas encore. »« Écoute juste. » Ils s'assirent l'un en face de l'autre, la ville murmurant sous eux. Cynthia fit glisser un dossier sur la table. Des impressions de virements bancaires, de signatures falsifiées, de faux documents commémoratifs. Ils ne sont pas simplement passés à autre chose, Percy. Ils ont construit leur avenir en effaçant le mien. Le visage de Percy s'assombrit alors qu'il feuilletait les pages. C'est criminel. J'avais besoin de temps, dit doucement Cynthia. Le temps de souffrir. Le temps de voir qui me chercherait. Et toi, tu n'as jamais cessé. Percy serra la mâchoire. Ils m'ont fait sentir fou, Cynthia. Ne cessait de demander des preuves, et Clinton continuait de me donner des demi-vérités. Sans Pease, je n'aurais pas tenu. Cynthia baissa les yeux. J'ai vu l'invitation à la fête. J'ai vu Sharon porter ma vie comme une robe d'emprunt. Percy se pencha en avant. Alors, quoi maintenant? Tu veux la justice ou la vengeance? Sa voix était comme de l'acier enveloppé de soie. Je veux la vérité, mais je veux qu'il la goûte en public. Percy hocha lentement la tête. Alors nous planifierons la finale avec soin. Le regard de Cynthia était fixe, inébranlable. Ils seront les invités d'honneur, mais je serai le titre principal. Le matin de la répétition générale du gala de fiançailles, Clinton reçut une lettre qui avait été glissée sous la porte de son bureau. Pas de timbre, pas de marque, juste du papier de couleur crème scellé à la cire. Il la fixa longuement avant de finalement rompre le sceau. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite en cursive familière. Je ne suis pas morte. J'ai choisi de disparaître. Fais attention à qui tu portes un toast la prochaine fois. Son cœur battait violemment. Il se leva brusquement, renversant son café. Non, non, ce n'est pas possible, murmura-t-il. La sueur perla à ses tempes. Il essaya de rationaliser la farce, une blague de mauvais goût, mais son instinct lui disait le contraire. Cette écriture, elle était indubitable. Cynthia, ou quelqu'un qui la connaissait trop bien. Clinton s'enfonça dans son fauteuil, relisant le message. Les mots n'étaient pas en colère. Ils étaient calmes, froids, contrôlés, et cela le terrifiait plus que n'importe quel cri n'aurait jamais pu le faire. Il composa le numéro de Sharon, la voix tremblante. As-tu parlé à quelqu'un du journal? Elle rit au téléphone. Non, pourquoi? On dirait que tu as vu un fantôme. Il fit une pause. C'est peut-être le cas. Sharon ricana. Oh s'il te plaît, tu as besoin de dormir. Cette paranoïa est ridicule. Clinton ne répondit pas. Son esprit s'emballait. Et si elle n'était jamais montée dans l'avion? Et si la culpabilité qu'il pensait avoir enterrée avait réussi à sortir de la tombe qu'il avait creusée pour elle? Il attrapa son verre de scotch et le but d'un trait. Pour la première fois,
l'homme qui pensait avoir tout gagné avait véritablement peur de la femme qu'il avait autrefois trahie. Sharon arpentait leur chambre pieds nus, ses ongles fraîchement manucurés s'enfonçant dans sa paume. Clinton agissait bizarrement depuis une semaine, distant, distrait et nerveux. Il la touchait à peine maintenant. Quand elle lui demandait ce qui n'allait pas, il balayait la question avec des réponses sèches. Mais aujourd'hui, quand elle trouva la lettre ouverte cachée dans son tiroir, elle ne put plus faire semblant. L'écriture la glaça. « Elle est en vie » murmura-t-elle, la voix brisée. Elle se précipita dans la cuisine où Clinton se versait un autre verre. « Tu m'as menti » lança-t-elle. Il se tourna lentement, le verre à mi-chemin de ses lèvres. « À propos de quoi ?» Elle lui jeta la lettre. « Ne joue pas à l'idiot. Tu savais qu'elle pouvait être là et tu n'as rien dit. » Clinton serra la mâchoire. « Je ne sais rien avec certitude. » La voix de Sharon monta. « Tu m'as demandé en mariage alors que son ombre se déplaçait encore derrière nous. Tu m'as installé dans son lit, Clinton. » Il claqua le verre sur la table. « Et tu as aidé. Ne joue pas à l'innocente maintenant. » Ses yeux brûlaient. « Tu as dit que c'était fini, que nous avions une ardoise propre. » Clinton se pencha plus près, la voix basse. « Peut-être que non. » Le silence qui suivit fut toxique. Les mains de Sharon tremblaient. « Tu ferais mieux d'espérer qu'elle ne revienne pas. Parce que si elle le fait... » Elle fit une pause, plissant les yeux, « Elle ne sera pas la seule que tu perdras. » Clinton la regarda s'éloigner en trombe, les fondations de leur faux empire s'effritant sous le poids d'une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. Et dans ce dénouement, le silence de Cynthia devint le son le plus fort de la maison. La grande salle scintillait sous une canopée de lustre en cristal, leur lueur se reflétant sur de hautes flûtes de champagne et des robes à paillettes. Clinton se tenait près de l'entrée, saluant les dignitaires et souriant à travers son malaise. Les caméras de la presse capturaient chaque angle, chaque instant, car c'était plus qu'une fête de fiançailles. C'était un spectacle. Sharon descendit l'escalier dans une robe en satin ivoire, ses boucles épinglées en hauteur, sa bague en diamant attrapant la lumière comme un trophée. « Souris » murmura-t-elle à Clinton, entrelaçant ses doigts dans les siens. Il obéit à peine. Les flashs des photographes masquaient l'anxiété dans ses yeux. Chaque coin qui le regardait, chaque tintement de verre, tout cela ressemblait à un conte à rebours qu'il ne pouvait entendre. La salle bourdonnait de rires, d'éloges et de compliments sur le fait d'aller de l'avant et les secondes chances. Dans le coin le plus éloigné, un grand écran se tenait prêt pour la vidéo hommage de 5 minutes. Sharon leva son verre pour signaler le début du programme. « Ce soir, » dit-elle doucement, « nous honorons non seulement l'amour, mais aussi la résilience. » À Cynthia, qui nous a appris à quel point la vie est fragile et précieuse. La mâchoire de Clinton se bloqua. Alors que les lumières s'éteignaient pour la vidéo, sa poitrine se serra. Il balaya les invités du regard. Les visages se brouillèrent jusqu'à ce qu'un mouvement près du fond attire son attention. Une silhouette s'était glissée silencieusement. Vêtu de noir, le visage partiellement dans l'ombre. Il cligna des yeux. Son verre trembla légèrement dans sa main. « Non, » se dit-il, « ce n'est pas elle. C'est impossible. » Mais quelque chose en lui murmura, « si. » Alors que l'hommage se terminait et que les lumières revenaient, des applaudissements polis résonnèrent dans la pièce. Sharon sourit et s'avança pour parler, mais le microphone grésilla soudainement. Un membre du personnel se précipita, confus. « Il y a quelqu'un qui demande un moment. » murmura-t-il à Sharon, jetant un regard nerveux vers le fond. « Qui » lança-t-elle, mais avant qu'il ne puisse répondre, la foule s'agita. Un léger halètement parcourut les invités alors qu'une femme marchait lentement dans l'allée entre les tables. Sa présence était calme, mais imposante. Des cheveux en boucles élégantes, une simple robe noire épousant sa silhouette, des talons claquant comme un conte à rebours. La main de Clinton glissa de celle de Sharon alors que son souffle se coupait. La salle tomba dans un silence total, un silence impossible. Cynthia s'arrêta juste avant la scène, ses yeux stables, son visage calme. Les lèvres de Sharon s'entr'ouvrirent d'incrédulité, et Clinton recula d'un pas entier. « Bonsoir à tous » dit Cynthia dans le microphone. Sa voix était familière, douce, indéniable. « Désolé pour l'interruption. Je n'étais pas sur la liste des invités, mais j'habitais ici. » Elle se tourna légèrement vers Clinton. «
Tu n'as pas l'air ravi de me voir. Il put à peine parler. Tu es morte. Son sourire était léger, presque apitoyé. Pas tout à fait. Mais j'apprécie l'hommage. Très émouvant. Sharon recula d'un pas, s'agrippant au bras de Clinton. C'est une mise en scène. Cynthia la regarda lentement. Si seulement. Les invités commencèrent à chuchoter, sortant leur téléphone, enregistrant. Et c'est ainsi que Cynthia ne se contenta pas d'entrer dans la célébration. Elle la brisa. Le silence ne dura pas. Des voix s'élevèrent. Des appareils photo flashèrent. Clinton tituba en avant, la sueur brillant sous les lumières. Cynthia, quoi? Comment? Elle pencha la tête, les yeux se plissant. Tu sembles plus inquiet que surpris, Clinton. Il balbutia. Tu n'étais pas sur le vol? Elle s'approcha. Non, je n'y étais pas. Mais j'ai vu à quelle vitesse tu m'as enterré. Elle se tourna vers le public, élevant juste assez la voix. Il n'a pas simplement tourné la page. Il a emménagé avec une autre. 2 jours après l'accident, elle dormait déjà dans mon lit. Les invités haltèrent. Certains se tournèrent vers Clinton avec des yeux écarquillés. Sharon se tenait figée, les paumes serrées, le souffle court. C'est de la folie, dit-elle, mais sa voix se brisa. Cynthia sortit une petite enveloppe de sa pochette. À l'intérieur se trouvent des documents falsifiés, des actes de propriété, des transferts, tous traités pendant que j'étais morte. Elle les tendit à un huissier. Distribuez-les, laissez-les lire. Clinton essaya de s'emparer des documents, mais Cynthia le bloqua d'un regard. Tu devrais faire attention à qui tu enterres, dit-elle doucement, sa voix comme une lame, car parfois ils sortent même de leur tombe. Le public éclata en murmures. Quelques-uns pleuraient. D'autres enregistraient sans arrêt. Sharon se tourna et s'enfuit par une porte latérale, incapable d'affronter la chute. Clinton resta là, pâle, entouré de visages incrédules. Cynthia descendit de la scène avec une grâce tranquille, ses talons résonnant plus fort que n'importe quel applaudissement. Ce n'était pas seulement un retour. C'était l'heure des comptes. Les suites de l'apparition de Cynthia au gala furent un chaos enveloppé de silence. Alors qu'elle sortait de la salle la tête haute, personne ne l'arrêta, car personne n'osait le faire. À l'intérieur, Clinton se tenait paralysé tandis que les journalistes pullulaient comme des abeilles autour d'une couronne déchue. Les documents que Cynthia avait distribués étaient photographiés, lus à voix haute et diffusés en ligne en temps réel. Une journaliste murmura dans son micro. La femme présumée morte depuis des semaines vient d'entrer dans la fête de fiançailles de son mari, vivante et armée de preuves. Clinton s'effondra dans un fauteuil, le visage enfoui dans ses mains. Le poids de la tromperie l'avait finalement brisé, non pas avec fracas, mais avec une vérité indéniable. À l'extérieur du lieu, Cynthia se glissa dans une voiture qui l'attendait, où Pease et Percy étaient assis, silencieux et admiratifs. C'était cinématographique. Marmonna Percy en lui tendant une bouteille d'eau. Cynthia but une lente gorgée, ses mains stables. Pease essuya les larmes de ses yeux. Tu as fait ce dont la plupart des femmes ne font que rêver, Cynthia. Tu leur as fait voir, non seulement la trahison, mais ta force. Cynthia pencha la tête en arrière. Je ne suis pas venu pour leur faire du mal. Je suis venu pour les arrêter. J'ai laissé le monde me pleurer, et ils ont transformé mon silence en célébration. Percy se tourna vers elle avec un sourire fier. Tu as renversé le récit sans élever la voix. Ce n'est pas seulement de la force, ma sœur, c'est du pouvoir. Et à l'intérieur de la voiture, pour la première fois depuis des mois, Cynthia laissa échapper un souffle qu'elle retenait depuis le jour où elle avait changé de vol. 2 semaines plus tard, Clinton était assis sur les marches de sa maison maintenant à moitié vide. Sharon avait disparu le matin après le gala, laissant derrière elle sa bague et un mot « Je n'ai pas signé pour être hanté ». Son téléphone sonnait sans cesse avec des demandes légales, des comptes gelés et des réactions publiques négatives. Les sponsors se retirèrent, les clients se désistèrent. Tout ce que Cynthia l'avait aidé à construire s'effondrait fil par fil. Il avait l'air plus vieux maintenant, dégonflé. L'homme qui avait autrefois porté un toast à la liberté était maintenant enchaîné au silence. Il ne recevait aucun appel de réconfort, aucune sympathie. Juste des conséquences. Car le monde ne le voyait plus comme une victime,
mais comme un fraudeur qui avait pleuré trop tôt et trop égoïstement. Pendant ce temps, Cynthia se tenait sur la terrasse d'un café tranquille avec Pise et Percy, feuilletant un carnet neuf. « Pas de mémoire, dit-elle en souriant. Je ne vais pas les immortaliser. Je me libère. » Percy haussa un sourcil. « Alors, quoi ensuite ?» Cynthia regarda l'horizon. Une nouvelle ville, un nouveau nom. Pas pour me cacher, mais pour commencer. Pise posa sa main sur celle de Cynthia. Promets que tu resteras toi-même. Cynthia hocha la tête, les yeux chaleureux. Plus que jamais. Alors que le serveur versait son thé, Cynthia sentit enfin la paix s'installer dans ses os. Pas la vengeance, ni même le triomphe. Juste le soulagement. Elle avait traversé le feu sans se brûler et était revenue non pas pour détruire, mais pour le rappeler. On ne peut pas enterrer une femme qui connaît sa propre valeur. Et alors que le monde tournait la page, Cynthia n'a pas seulement survécu à la trahison. Elle l'a surpassée. Voici le verset de la Bible. Proverbe 19, verset 5. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit des mensonges n'échappera pas. Ce verset parle directement des conséquences auxquelles Clinton et Sharon ont été confrontés pour leur tromperie. Leur trahison, aussi bien dissimulée soit-elle, a été exposée en temps voulu, prouvant que la vérité ne peut rester enfouie. Morale de l'histoire, vous pouvez faire taire une voix, mais vous ne pouvez pas faire taire la vérité. L'histoire de Cynthia est un puissant rappel que la trahison peut blesser, mais elle ne définit pas celui qui est trahi. Ceux qui complotent dans l'ombre peuvent danser un instant, mais la vérité se lève toujours, et quand elle le fait, elle humilie les orgueilleux et justifie les patients. Ne sous-estimez jamais la force tranquille d'une femme qui choisit la dignité plutôt que la vengeance et la justice plutôt que le bruit. En fin de compte, son silence a parlé plus fort que leur célébration. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos pensées dans la section des commentaires. Laissez un j'aime et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications de publication afin d'être averti lorsque nous publierons nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.